Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sars. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Bonjour à tous et à toutes. Cette semaine, Il était une fois un livre reçoit Jean-Louis Lozachmer pour parler autour de son recueil de poésie Sur mon 31, poème 1987-2018, aux éditions et des livres. Bonjour Jean-Louis Lozachmer. Bonjour. Donc, une petite anthologie de poèmes après Bon baiser de Néron, changement d'ambiance. Tout à fait. C'est un retour à vos premières amours, la poésie. Oui, c'est un regard en arrière en fait sur tout ce que j'avais déjà publié à travers 6 recueils différents. Donc, sur mon 31, ça fait 31 ans, 1987-2018. Sur mon 31, je voulais aussi mettre dans le titre que j'essayais d'écrire correctement. Je voulais faire bien les choses en fait. Donc c'est recherche d'écriture aussi. Et puis je me suis rendu compte qu'en rassemblant des écrits sur plus de 30 ans, il y avait des choses qui avaient changé. J'avais essayé différentes choses. Donc en fait, l'écriture poétique est assez variée dans cette anthologie. Ça a été... comment vous avez choisi, puisque c'est une anthologie de recueils précédemment publiés, comment vous avez choisi les textes que vous alliez mettre dans le dernier, là, qui était un peu une synthèse de tout ce que vous aviez déjà publié? En fait, j'ai repris beaucoup des textes des différents recueils publiés précédemment. J'en ai écarté assez peu. Les recueils eux-mêmes pouvaient être très courts. J'ai des recueils qui faisaient 6 ou 7 poèmes. Donc voilà, là c'est vraiment la compilation. Donc non, j'ai écarté assez peu de textes en fait. D'accord, donc ce recueil, c'est vraiment tout ce que vous avez écrit sur 31 ans. Enfin, en poésie, je veux dire. En poésie, oui, j'ai publié d'autres textes ailleurs, mais essentiellement oui. D'accord, donc là c'est... Ce qui me semble le plus représentatif de ce que je voulais transmettre. Donc c'est vraiment la compilation plus qu'une anthologie finalement. Vous avez réuni tous les en un seul tome, quoi. Ouais. Vous faites allusion, vous citez dans le premier texte qui présente, dans le texte de présentation, un poète Rilke. Oui. C'est un poète qui a eu une influence majeure dans votre construction de poète. Ah oui, c'est un grand poète, Rainer Maria Rilke, poète allemand. Et j'ai lu en fait un livre qu'il a écrit qui s'appelle Lettre à un jeune poète, qui m'avait influencé. Et dans ce livre, il dit à un moment, si après 25 ans vous écrivez encore des poèmes, vous êtes fichu, vous continuerez. Et moi, ça m'avait beaucoup plu, lire ça assez jeune. Donc j'ai effectivement persévéré aussi dans l'écriture. Je trouvais que j'aimais bien ce conseil de Rilke aux jeunes poètes. Donc vous, ça fait 31 ans, donc vous êtes fichu, quoi. Complètement fichu. vous alternez la poésie, la prose, l'histoire. La poésie, vous la voyez un peu comme un souffle, comme un... Mais j'ai d'abord commencé par de la poésie, en fait. Les premiers recueils sont essentiellement poétiques, à part quelques nouvelles que j'avais publiées. Donc ça fait très longtemps que j'essaie d'écrire de la poésie. Pour moi, c'est un travail d'artisan. Je prends les mots et j'essaie de les lier pour en faire quelque chose à transmettre, si possible, quelque chose d'agréable. Vous dites que c'est votre alambic personnel du langage. C'est ça, en fait, dans mon fonctionnement, écrire un poème, c'est parfois juste une image. Donc j'ai un petit carnet, je vais noter une phrase ou quelques mots. Et puis je vais y revenir, et puis ça va être une évocation, une image qui va se développer, donc le texte il va se construire. Alors un texte poétique, pour moi, ça s'écrit à la main, parce qu'on fait beaucoup de ratures. L'ordinateur s'y prête pas tellement, en fait. Autant sur une narration, c'est plus facile de retravailler le texte directement, mais sur un poème, je pense que pour trouver le mot précis, et puis bon, il y a un travail un petit peu technique aussi sur la rime. J'ai utilisé des formes classiques comme le sonnet, assez souvent, ou des vers libres, ça varie beaucoup. Des haïkus, enfin voilà, j'ai essayé différentes formes. C'est en fonction du thème évoqué?
En fonction du thème évoqué, pas spécialement, non. Les formes, ça peut être lié au premier mot que j'ai écrit sur la feuille. Alors si j'ai la petite musique de l'alexandrin, je vais partir sur un sonnet. C'est un rythme en fait. Au départ, c'est un rythme musical, parce que c'est fait pour être chanté. Et autrement, ça peut être aussi plus libre, voilà, plus déconstruit. En cherchant des images et des sonorités aussi, c'est important. La poésie doit être dite, c'est comme le théâtre, c'est pas pour être lu, c'est fait pour être dit. Donc, voilà. Ou pour être déclamé. Pour être déclamé, oui. C'est vrai qu'on sent beaucoup quand même à la lecture de vos poèmes, on sent une certaine gourmandise quand même. Alors au début, oui, je suis assez friand des mots parfois un peu rares. Ça s'est un petit peu arrangé au fil des années. Ça s'est décanté en fait. J'arrivais à une écriture peut-être un peu moins chargée ou un peu moins éloignée de l'écriture dite normale. C'est pas un style en poulet, hein. Non, j'ai essayé d'éviter ça, mais c'est vrai que sur les premières années, j'avais tendance à prendre des mots qu'on ne trouve pas très couramment. Donc les amis me disaient c'est bien tes poèmes, mais ça veut dire quoi ça? Et là j'étais un peu gêné par moments. Hein. Donc non, ça s'est un peu allégé en fait. Enfin, j'ai essayé de fluidifier un petit peu la manière d'écrire et le choix du vocabulaire. Alors, de le simplifier. Voilà. Oui, pour le rendre plus abordable. Voilà, et pour faire en sorte que la poésie soit accessible à tous. Et pas réservé à une certaine catégorie de lecteurs, quoi. Tout à fait. Alors c'est vrai que j'ai pas eu besoin de beaucoup de dictionnaires, du dictionnaire. Tant mieux. C'était pas l'objectif. Hein. Non, mais c'est vrai qu'en poésie, on peut s'attendre parfois à avoir un vocabulaire plus élaboré, plus recherché, parce que c'est vrai que raconter une histoire en aussi peu de mots. La concision est importante, la précision est importante. Donc, Une évocation, une image demande des mots assez précis en fait, pour pouvoir la partager avec le lecteur et puis la transmettre, pour qu'il puisse la reconstruire. Son imaginaire, on essaie de fluidifier pour que l'autre puisse saisir un petit peu la pensée. Alors moi je suis toujours sur l'idée de l'artisanat. On est un artisan des mots, enfin pour moi quand on écrit, et donc on essaie de bien faire les choses. Là je regardais aujourd'hui, il y a un Lituanien qui a couru en 24 heures 309 km, c'est le record du monde. Alors je me dis c'est super, il y a des gens qui ont des passions. Pour voir un artisan qui fait de la poterie ou qui fabrique des couteaux, pour moi la poésie c'est un peu associé à ça. Dans l'Antiquité c'était comme ça qu'on percevait le poète. C'était un artisan des mots et il pouvait être payé pour ça. Donc, parce qu'on considère dans la société antique, ça faisait partie de l'équilibre. Donc, le poète, il faisait partie intégrante des artisans. Et il venait raconter ses poèmes le soir. Voilà, c'est comme ça qu'Homère a donné sa tradition. Le poète, il est là pour partager. Il a sa place et sa reconnaissance aussi comme artisan. Moi, j'aime bien cette idée-là. Alors, vous dites dans l'Antiquité, en fait, le poète était aussi nécessaire pour le bien-être mental des citoyens. Il était aussi nécessaire qu'un artisan de l'alimentaire, finalement, quoi. Voilà, ça permettait sans doute d'utiliser différemment l'intelligence, mais ça participait aussi à une transmission orale directe auprès des personnes, ça les touchait. Je considère que d'ailleurs le poète est absolument nécessaire, même dans nos sociétés modernes. Et on pourrait citer des rappeurs qui font ce travail-là. Beaucoup des gens qui écrivent certaines chansons. Voilà, ils font aussi ce travail-là, ce travail de transmission, et ils continuent à toucher les gens par leurs mots. Donc pour moi, c'est aussi des artisans. Nourrir l'esprit, quoi. Ouais. Bon, c'est peut-être aussi pour ça qu'ils sont dans les premiers visés dans les régimes de dictature. Les poètes sont souvent en première ligne, quoi. C'est ceux qu'on essaye de dégager au plus vite. En général, je crois qu'ils sont caractérisés par une pensée relativement libre. Donc forcément, mais bon, il y a eu aussi des poètes au service du communisme. Oui, bien sûr. Il y a eu aussi, voilà, mais généralement quand même, la pensée libre, ça colle pas tout à fait avec des régimes totalitaires. Donc, ils ont été souvent en première ligne. Oui. Bon, dans l'histoire, on les retrouve souvent quand même les poètes, les écrivains aussi, mais les poètes, alors que on n'imagine pas que la poésie, ce n'est pas toujours que
c'est aussi la poésie, c'est des textes engagés, c'est des textes, c'est pas les petits oiseaux, quoi. Non, mais bon, on peut donner quelques exemples. Pablo Neruda, on a eu Victor Hugo qui a été exilé quand même longtemps à Jersey parce qu'il déplaisait à Napoléon III. Donc, non, c'est pas innocent du tout. Hein. Il y a de grands poètes russes qui sont morts jeunes, on va dire, dans l'histoire. Oui, c'est pas... Voilà, une parole libre, ça peut déranger, c'est vrai. Ça dérange. Oui, ça dérange. Et ça, c'est votre formation à l'Antiquité qui vous a influencé aussi ? Oui, mais c'est première lecture. Moi, je suis tombé sur l'Odyssée d'Homère, j'avais 9 ans et j'ai complètement craqué. Je n'ai pas tout compris quand j'ai lu le livre la première fois, mais je trouvais ça extraordinaire. Donc, par son écriture, alors quand j'avais 9 ans, j'ai écrit mon premier poème. Moi, je vivais dans le béton, je suis allé dans la campagne, et j'ai vu une vache, j'ai écrit un poème sur une vache. Je la trouvais formidable, cette vache, donc j'ai écrit mon premier petit poème. Je l'ai encore, mais bon, je ne le dirai pas. Parce que... il est pas dans le il n'est pas dans le recueil. Non, il n'est pas dans l'anthologie. Non, il est dans les essais, les premiers essais. Non, mais j'ai toujours une passion pour l'écriture, et c'est vrai que j'ai fait des petites tentatives comme ça assez jeune. Hein. Bon, j'ai eu la chance de vivre dans une maison où il y avait des livres partout. Donc ça peut être aussi un piège parce qu'à 9 ans aussi j'ai lu Le désert de l'amour de François Mauriac et j'ai pas tout compris. J'ai lu aussi la psychanalyse de Freud, j'ai pas tout compris non plus. À 9 ans. Voilà, oui, parce qu'il y avait des livres partout chez moi, donc je lisais, donc il y avait des choses qui m'intriguaient quand même, et après j'y suis revenu, mais beaucoup plus tard. Oui, parce que lire Freud à 9 ans, c'est quand même pas très courant. Ouais, non, mais c'est comme ça. Mon père ne fait pas qu'il laisse traîner les livres. Enfin, l'Antiquité, vous êtes tombé dedans à quel âge ? 9 ans aussi ? C'est pareil, hein, c'est Homère. Hein. Oui. C'est vraiment la lecture de l'Odyssée. J'ai trouvé ça formidable. Et du coup, vous en avez fait un métier ? J'en ai fait un métier aussi. Oui. Bon, vous n'écrivez pas en latin ? Non. Vous pourriez faire des recueils bilingues La seule fois que ça s'est produit, c'est une tradition quand on est professeur de latin en Allemagne. On a des dîners où on doit parler en latin. Et la première fois, c'était assez surprenant de dire « passe-moi le sel », voilà, tout ça. Je te remercie. En latin, ouais. Et ça se fait toujours ? Moins, la tradition commence à disparaître. Mais moi, quand je suis allé la première fois, il y a 25 ans, c'était encore le cas. Et donc, je sais que croustilinae, ça veut dire les biscuits apéritifs. Alors voilà, des choses comme ça. On échangeait là-dessus. Et ça, c'était les réunions de professeurs de latin, voilà, c'est ça ? On est invité à des sociétés de professeurs de latin en Allemagne, donc on se parle en latin. Bon, c'est une expérience assez, au début, traumatisante, même si on connaît un peu le latin. Bon, l'avantage, c'est que c'est quand même, c'est qu'on n'a pas besoin de parler allemand si on est en Allemagne. Ça peut être une langue commune à plusieurs pays aussi, le latin. Alors, pendant longtemps, en Allemagne, quand on publiait une thèse, on pouvait la faire en allemand, en anglais ou en latin. Et donc, jusqu'à les années 2000, il y a eu des thèses qui étaient encore publiées en latin. Voilà, c'est une tradition. Donc, le latin peut être encore présent. D'accord. Bon, maintenant, c'est moins en moins le cas. Ça doit disparaître aussi. En France, il est encore enseigné. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de candidats, d'élèves candidats à vouloir apprendre le latin ? Je me sens directement impliqué. Je ne vais pas trop parler du travail, mais oui, pour moi, c'est une ouverture culturelle très intéressante. Et en général, les élèves qui font du latin au collège, ils ont beaucoup d'ouverture au lycée. Il y a plein de choses qu'ils savent déjà. Donc, on est construit aussi, notre société, elle est construite sur des modèles antiques, notamment sur le modèle romain. Donc, comprendre les institutions romaines, c'est aussi bien comprendre nos institutions actuelles. Après, les leçons de l'histoire, c'est encore autre chose à donner. Bon, eh bien écoutez, c'est pour cette première présentation, donc je rappelle le titre, Sur mon 31. Poème anthologie 1987-2018 et c'est chez Edilivre. Donc on laisse place à un petit peu de lecture et on se retrouve demain pour la suite de cette exploration. À demain. À demain. Jean-Louis Lozac meurt sur mon 31. Adieu aux voyageurs. Pierre, le voyageur que tu es ne s'attarde pas à faire le point, mais ne peut qu'avancer. Tu connais les poumons embués de sel et de corail, les pagodes chatoyantes qui tintent à toute heure, les gestes graciles des danseuses de Bali, les requins repus des eaux turquoises de Mescali,
les mérous marinés au piment yéménite, les couteaux ciselés des orfèvres de Sanaa, les eaux boueuses des fleuves hérissés de joncs, les gangs d'améthystes qui roulent entre les doigts fourbus des pêcheurs de rêves aux dents noircies de Bethel, les pieds poussiéreux des petits vendeurs de la place Ménélique, les yeux phosphorescents des mangeurs de cattes qui ruminent le soir une euphorie douce amère, les vengeances des sirènes à l'aube des nuits blanches, rongées par l'insomnie et le tangage des heures, les caresses brutales du vent sur le mont Athos, les cartes postales défraîchies des temples aztèques, les sourires moussus des prouesses érotiques qui s'enchevêtrent sur les murailles d'Angkor, les rires des Cosaques noyés dans le Caucase, les pierres qui sifflent sur les volcans des Cyclopes, les brumes du houblon à la sortie d'un pub de Cork, les envies impalpables de l'appel du large, les bâtiments noircis de plomb des ténèbres de Harlem, où des prophètes fatigués se perdent tous les jours, les horizons géants du haut des Appalaches, les miroirs des lacs et la rouille sublime de l'été indien, les corolles fragiles des orchidées australes, les mensonges superbes des gens restés à quai qui noient à coups de blanc le zinc des cafés, les vampires innocents des grottes du Paraguay, les dénicheurs d'œufs sur les falaises de marbre, les sourires beaux et obscènes des vendeuses de plaisir, les escales de sommeil et les courses magiques, les yeux croisés une seule fois, les yeux pailletés d'or d'une femme disparue entre deux taxis-brousses, à mi-chemin entre Lomé et le détroit du Labrador. Les forces qui t'aventurent et t'aventureront encore. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sarre. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sarre. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Nous sommes de retour sur Fréquence 8. Cette semaine, c'est avec Jean-Louis Lozakmer qui est venu nous présenter une anthologie de poèmes qui s'appelle Sur mon 31, poème 1987-2018, et c'est aux éditions Edilivre. Bonjour Jean-Louis Lozakmer. Bonjour. Donc hier, vous nous avez un petit peu expliqué comment était née cette anthologie. Vous abordez beaucoup de thèmes dans ce recueil, de manière très diverse. Enfin, j'étais étonnée, et surtout des fois des thèmes sur lesquels on ne pense pas qu'on puisse écrire de la poésie. Vous savez le faire, mais bon... J'essaie. Voilà. Toujours l'artisan. Hein. Oui, mais alors il y a des thèmes qui prennent une certaine place, comme les voyages. C'est vrai que les voyages, mais à l'intérieur des voyages, au-delà du pays, c'est des thèmes que vous abordez. Et il y en a un en particulier quand vous êtes à Djibouti. Donc c'est ce monde. Cette confrontation entre la pauvreté de l'Afrique et je dirais l'opulence du blanc, quand on a une vingtaine d'années comme ça, comment on vit cette confrontation, cette opposition entre deux mondes qui cohabitent mais qui ne se comprennent pas forcément, quoi. Alors c'était effectivement un vrai choc. D'abord parce que j'étais étudiant, et dans la vie d'étudiant, à l'époque, c'était plutôt confortable. Et puis, on a peu protégé. Et là, j'étais affecté comme instituteur militaire à Djibouti. Donc, j'étais dans une caserne avec des militaires et j'allais enseigner dans la journée à l'école française de Djibouti. Et à l'extérieur, il y a alors, ce qu'on appelle les caisses. Donc, les caisses, c'est tout le marché, qui est assez extraordinairement exotique, enfin, pour moi qui sortais de ma vie d'étudiant rennais.
Et puis il y a aussi il y avait à l'époque beaucoup de réfugiés, certainement encore, mais qui vivaient dans une misère assez noire. Moi, ça a été un vrai choc de découvrir des gens qui arrivaient sans rien. Alors à l'époque, c'était de Somalie ou d'Éthiopie, et qui vraiment avaient une vie très difficile. Ce qui m'avait marqué, c'est qu'il y avait un marchand qui, tous les jours, au même endroit du marché, il jetait des pièces par terre, et chaque pièce, ça permettait de s'acheter une baguette. Moi, ça m'avait marqué de me dire qu'il y avait des gens qui devaient pratiquement se battre pour récupérer cette pièce et pour avoir une baguette, ce qui leur assurait de manger dans la journée. Ça m'avait laissé un peu pantois, parce que quand on est étudiant, je n'étais pas non plus très très riche étant étudiant, c'est pas ça du tout le problème. Mais voilà, je suis tombé dans Mais par rapport à l'Afrique et à la misère à laquelle vous étiez confronté, c'était quand même... Voilà, mais je peux donner des exemples. Les enfants, il y en avait pas mal qui mendiaient ou qui vendaient des cacahuètes. Alors ils prenaient, ça c'était impressionnant, leur cahier de cours. Ils prenaient une page, ils en faisaient un cornet, ils mettaient des cacahuètes et ils vendaient ça. Ils vendaient ça le soir. Et donc les policiers djiboutiens, pour freiner un petit peu tous ces réfugiés, leur rasaient la tête et les ramenaient à la frontière. Ils étaient obligés d'attendre que leurs cheveux aient poussé pour pouvoir revenir. Sinon, ils étaient repérables à Djibouti. Enfin, c'est le genre de choses qui m'avaient un peu... fait un peu bizarre, quoi. Et puis, bon, un cornet de cacahuètes avec une page de cahier, moi, ça m'avait fait un peu bizarre, quand même. Une hérésie? Ah non, mais c'est parce qu'ils n'avaient pas le choix, en fait. Il fallait trouver des petits boulots, vendre des cassettes, des cigarettes, toutes sortes de petits business qui leur permettaient de survivre. Mais certains étaient très jeunes. Et c'était vraiment pas... Donc voilà, un choc. Voilà, un choc qui ne s'est pas amorti, en fait. Je reste toujours un peu sur cette idée-là. Et c'était assez compliqué. Bon, en plus, il y a un climat particulièrement chaud là-bas. Mais de belles rencontres. Et puis cette confrontation avec un monde inconnu, en fait. Et souvent dans les voyages, quand je m'arrête dans les villes, je ne vais pas forcément que dans les beaux quartiers. J'aime bien aller voir aussi ce qui se passe ailleurs. Donc je le dis, quand à New York ou dans d'autres villes que j'ai l'occasion de voir, je ne vais pas regarder seulement le côté rutilant et image d'Épinal. Je vais regarder un petit peu l'autre côté aussi. Mais bon, je ne me mets pas en danger non plus. Non, mais c'est une manière aussi de mettre en lumière tous ces invisibles ou ces gens qu'on ne voit que la nuit, par exemple, qui ne sortent qui font partie du monde de la nuit, ou cette misère. Enfin, quand vous parlez également des femmes djiboutiennes, il y a quand même, on se dit, comment est-ce qu'on peut arriver à écrire de la poésie, des choses aussi belles, sur des thèmes aussi difficiles, quoi. C'est quand même un sacré tour de force. C'est toujours pareil, en fait. C'est encore plus touchant. Je tire le fil et j'ai quelques mots, et après, ça y est, c'est parti, et j'ai mon image, mon évocation, donc je peux construire le texte. Maintenant, je ne dis pas que ce soit parfait, mais c'est ce qui me convient à moi. C'est comme ça que, sur le moment, j'ai ressenti une rencontre, un paysage, voilà. Et donc, ça provoque une émulsion de mots, et puis j'essaie de mettre ça en forme, en fait. Et après, évidemment, je transmets au lecteur. Et... Djibouti a été le premier pays africain que vous avez... Oui. Tout à fait. C'est parce que j'ai eu le sentiment, moi, que Djibouti avait été est très présent. En fait, les thèmes abordés sont très forts, comme si effectivement ce pays avait eu un rôle charnière ou un rôle important dans l'écriture, au moins de ses poèmes. C'est peut-être été un déclencheur aussi pour l'écriture. Moi, je pense que ça m'a inspiré. J'étais un petit peu en Éthiopie, un petit peu au Yémen. Mais c'est ce choc, en fait, cette confrontation de gens qui vivent dans des conditions tellement différentes des nôtres, tellement plus précaires pour certains. Et puis, il y a aussi la beauté de ces paysages lunaires sous la chaleur incroyable. Les lacs salés, c'est quelque chose d'extraordinaire, même s'il fait 50 degrés et qu'on n'y reste pas trop longtemps. Non, pour moi, il y avait la mer aussi, donc c'est quelque chose que j'aime bien. Et à la fois, à Djibouti, c'est pas sur la mer que vous avez le plus écrit.
Non, non. J'ai écrit sur Djibouti-Ville et sur Obok. C'est un peu différent. Obok, c'est de l'autre côté du Golfe. Et donc, c'est une ville plus ancienne avec des Afars. Au départ, Djibouti, ça s'appelait le territoire des Afars et des Issa. Bon, les Afars étaient plutôt dans le nord et les Issa dans le sud. Et donc, les Afars, c'est des bergers qui ne sont pas très bavards, en fait. Et qui sont pas... Djibouti, c'est une ville commerçante. Ça grouille de vie, en fait. Les marchés sont assez extraordinaires. C'est un port aussi qui amène tout ce qui arrive en Éthiopie. Et qui s'est agrandi depuis, parce que moi, ça fait 30 ans. Hein, donc, voilà, j'ai vu qu'il y a eu bien des changements depuis. Et tandis que chez Obok, c'était plus mélancolique. Bon, moi, en plus, Rimbaud avait traîné là-bas. Alors moi, ça me plaisait bien de passer un peu de temps à Obok. Voilà. Il y a une différence entre le nord et le sud dans l'état d'esprit, dans la manière de vivre. Le sud, mais c'est pas du tout pour critiquer, c'est simplement Djibouti, c'est une ville de passage, c'est une ville de commerce, c'est une ville trépidante. Obok, c'est une ville beaucoup plus calme en fait. À l'époque, en tout cas, les Afars étaient plutôt des bergers et je le répète, pas forcément très bavards, mais donc c'était complètement différent comme ambiance. Donc vous n'avez pas écrit beaucoup sur la mer, sur Djibouti, je veux dire, à Djibouti. J'ai parlé du port, il me semble, à un moment. Oui. Alors que sur d'autres ports, la mer est un thème qu'on retrouve aussi dans les différents thèmes que vous abordez dans le recueil, mais pas plus que ça à Djibouti. Comme si, en fait, la population vous avait beaucoup plus interpellé, beaucoup plus attaché que la mer là-bas, finalement. Oui, c'est sûr. Je suis allé une fois pêcher le requin, donc c'est encore un souvenir assez mémorable. Mais ce qui m'a plus frappé, c'est quand même la ville de Djibouti. La ville et ses habitants, voilà, quoi. La ville et ses habitants. Bon, après, ça crée contraste entre les résidents occidentaux et puis les réfugiés et les gens qui vivent là. Au départ, oui, il y a des gros contrastes. C'était assez étrange. D'ailleurs, vous parlez cette cohabitation un peu indécente, je dirais, entre la riche. Alors même s'ils sont pas toujours riches, les blancs, mais au regard de la misère africaine, ils apparaissent toujours plus riches. Cette cohabitation indécente, vous parlez à un moment de non pas de mauvaise conscience, mais de conscience mauvaise. Conscience mauvaise. Comme s'il y avait une intention. J'avais jamais vu autant de gens à mendier, en fait. Surtout des enfants. Et puis, certains des enfants avaient vu la polio, donc ils étaient handicapés. Et, ils se traînaient vraiment par terre. Alors moi, c'était un choc. Enfin, je veux dire, quand on est étudiant à Rennes, c'était pas le genre de spectacle que j'étais habitué. Et puis, on les voyait sur le trottoir. Et nous, on est en train de boire, je vous dis, une orangeade, enfin, dans un bistrot... au Palmier de Zinc, par exemple, à Djibouti, et voilà, je me dis, le contraste, il est quand même assez violent, quoi. Déjà, ça nourrit l'inspiration. Il nous le disait déjà, ces enfants, vous avez de la chance, vous avez la peau blanche, vous ne serez jamais pauvre. Ça faisait bizarre d'entendre ça, et c'était vrai. Parce que même le plus pauvre des Occidentaux à Djibouti, il n'est pas dans la misère, quoi. Enfin, rien à voir avec ceux qui n'ont absolument rien là-bas. Donc ça m'avait touché, ouais. Mais j'entends pas non plus un discours de lutte des classes, hein. C'est pas du tout mon propos, c'est de réaliser que l'œil occidental, il n'est pas autorisé à avoir un avis sur tout dans toutes les parties du monde. Il n'a pas forcément le monopole de la vérité, je trouve. Et il faut faire très attention quand on parle de ces pays qui vivent sous des conditions complètement différentes des nôtres. Moi, et à aucun moment on ne peut prudence nécessaire. On ne peut se permettre de calquer un modèle sur... Tout à fait ce qu'on a tendance à faire souvent quand même. Donc réécrire l'histoire, il y a plein de choses qu'on essaie de faire. Je pense qu'il faut prendre un petit peu de distance et puis tenir compte de cette réalité aussi de gens qui vivent dans des conditions extrêmement précaires. Alors, c'est vrai qu'à aucun moment, vous me dites la lutte des classes, à aucun moment on ne le ressent de toute façon dans votre écriture. Hein.
Je pense que c'est plus un constat, une réflexion de votre part. Quand vous parlez de conscience mauvaise, par exemple, c'est comme si, en fait, vous ouvriez un débat, quoi. Comme si c'était plus pour appeler à la réflexion que de porter un jugement à aucun moment. On a la Déclaration des droits de l'homme, donc on a un certain nombre de droits, le droit au travail, droit à certaines libertés. Mais malheureusement, ces droits-là, ils ne s'appliquent pas partout. Parce qu'il y a des gens qui sont dans des conditions tellement difficiles que on ne peut même pas leur... vous avez la liberté de quoi ? La liberté de manger, de trouver à manger dans la journée, voilà. Alors ça, c'est un peu... Donc, c'est vrai, j'ai parlé de lutte des classes dans quelques poèmes, notamment ceux que j'ai fait sur Rennes. Des fois, quand j'étais étudiant, j'étais un peu agacé, donc j'ai fait un poème qui s'appelle « Le café de la paix ». Oui. Avec ces petites dames là. Ces petites dames, en fait, moi j'avais du mal à me payer un café crème à l'époque et je voyais ces dames qui mangeaient des huîtres avec du champagne et qui se plaignaient de l'excès de soleil, du mauvais temps à la boule. Voilà. Donc ça m'avait amusé, donc j'avais fait un texte là-dessus. Et puis j'en ai fait une série en fait, peut-être un peu plus sociaux. Toujours sur Rennes, donc j'habitais dans un petit appartement dans le centre-ville, et il y avait souvent des clochards au pied de chez moi, là, donc j'en connaissais quelques-uns, donc j'ai fait des poèmes sur ces personnages, et je vais toujours au marché des Lys depuis plus de 30 ans, le samedi matin, et donc la petite mémé de 7 heures, elle existait, elle venait, en fait, tout le monde la connaissait, et elle était tellement pauvre que les gens, tous les commerçants lui gardaient quelque chose, moi je trouvais ça sympa. Donc voilà, c'était des choses. Alors c'est pas vraiment la critique sociale, parfois un œil un peu ironique, mais bon. Non, c'est plus. Moi, je l'ai plus lu comme un témoignage en fait. Aussi un témoignage. C'est de donner à connaître une population qui n'est pas toujours mise en lumière, sans forcément porter un jugement, même si parfois vous y mettez un peu d'humour ou un peu de distance ou de l'ironie, enfin. Mais c'est pas non plus... c'est la petite dame au cimetière de l'Est aussi qui va voir son mari tous les jeudis, vers la tombe de son mari. Bon, c'est des personnages que j'ai déjà croisés, que je connaissais. Donc voilà, je voulais donner un petit clin d'œil, puis un petit souvenir aussi, si je trouve que c'est des gens qui sont marquants. Oui, puis c'est une manière de les faire vivre et d'en faire des personnages de papier... intemporel, immortel. Tout à fait. En tous les cas, ce sera le mot de la fin pour aujourd'hui. Nous reviendrons sur les différents thèmes que vous avez abordés. On laisse place à un petit peu de lecture et je vous dis à demain. À demain. Jean-Louis Lozach meurt sur mon 31. Bidonville. Sur la terre dénudée, à la sortie de la ville, le désert est versatile, à l'œil de l'étranger. Dans les tourbillons de sable, à la lisière du bidonville, le soleil est assassin, près du plateau abyssin. À la cité des pierres qui fusent, tous les réfugiés refusent les visites des blancs voyeurs, venus épier leur douleur. Tu ne me prendras pas d'image, tu n'auras pas de safari. Nos enfants ont les pieds meurtris sur les pierres de leur courage. Nos murs de terre de nos ongles pétris et nos toiles de tôle émeries ondulent comme des lames, fourbissent les secrets de nos âmes. Nous avons l'eau épicée de sel et les miettes de vos poubelles qu'il faut vider pendant la nuit dans le confort de vos insomnies. Ne nous demandez ni nos cadavres, ni les ventres ballonnés de nos petits, pour décorer les murs de votre havre, climatiser ou les offrir à vos amis. Sur le tranchant de nos malaises, nos cailloux seront polis à briser, les verres fumés de vos pare-brises. Gardez votre conscience mauvaise. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. Avec Nathalie Ramage
sur Fréquence 8. Bienvenue sur Fréquence 8. Donc, cette semaine, c'est en compagnie de Jean-Louis Lozakmer, qui est venu parler autour de son dernier recueil de poésie qui s'appelle Sur mon 31, donc poème 1987-2018, et c'est édité chez Edilivre. Donc, bonjour Jean-Louis Lozakmer. Bonjour. Vous avez une phrase qui m'a interpellée dans votre recueil. Vous dites à 23 ans, on ne sait pas rêver de trop. Ça, c'est toujours des citations. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans de Rimbaud. Alors, c'était un petit clin d'œil à 23 ans. Bon, c'était. Je devais être à Paris, je crois, à ce moment-là. Et, on sent des regrets. Oui. Oui. Vous n'étiez plus à Djibouti quand vous avez écrit. Alors, non, c'était avant Djibouti. C'était avant Djibouti. Avant Djibouti, ouais. Et donc après, vous êtes allé à Djibouti. Là, ça a cassé tous les codes que vous aviez plus. Tout à fait. Et puis quitter la vie étudiante, ne plus voir les amis pendant 1 an, ça a été aussi une certaine rupture. Quand je suis rentré, c'était un peu différent. Puis j'ai commencé à travailler tout de suite après, donc c'était. Voilà. Vous êtes resté 1 an à Djibouti. 1 an, oui. Donc ça a eu le temps. Cette année-là a eu le temps vraiment de construire. De me projeter sur une vie à peu près plus réelle que la vie d'étudiant, et d'entrer dans la vie aussi d'une certaine manière, hein, parce que c'était la première fois que j'avais un poste, j'étais vraiment instituteur. Alors j'étais instituteur remplaçant, donc je faisais toutes les classes de la petite section au CM2 dès qu'il y avait un remplacement à faire, et j'ai des souvenirs assez émerveillés de lecture à des gamins en moyenne section, en grande section. Alors c'était l'histoire d'Ogre, Zabalda, je crois, et Zabalda, je sais plus. Enfin, c'était au lieu d'une histoire et tous les gamins ils écoutaient comme ça, attentifs. C'était très chouette, c'était des bons moments, c'était des belles découvertes. Vos élèves c'était aux élèves blancs que vous faisiez l'école, ou il y avait Non, l'école était ouverte à tous. Donc il y avait une certaine mixité. Une certaine mixité, mais c'était surtout du personnel d'ambassade quand même. Et puis bon, les enfants des résidents français. Et ouais, personnel de différentes ambassades. Et puis aussi les Djiboutiens qui arrivaient à envoyer leurs enfants à l'école française. C'était un enjeu aussi. Enfin, c'était une certaine catégorie de Djiboutiens, j'imagine. Plutôt oui. Ils n'étaient pas tous. Est-ce que cette année-là a laissé, vous trouvez qu'elle a laissé une empreinte forte dans votre écriture par la suite? J'ai toujours eu le sentiment que quand on résidait assez longtemps quelque part, on intégrait ça dans notre vie, ça fait vraiment partie de notre vie, de nous-mêmes. Je suis resté aussi 1 an aux États-Unis, c'est pareil, c'est quelque chose qui... Alors c'était un gros contraste, je suis parti 3 ans après, et là, c'était pas tout à fait la misère, c'était l'opulence. Donc j'étais sur des contrastes très importants. Mais je pense que quand on reste quelque part... à agir, je ne pas en touriste, à agir sur place, ça devient vraiment une partie intégrante de soi. C'est quelque chose qu'on ne peut pas effacer. C'est vrai que vous écrivez aussi sur New York. Hein. Vous avez quelques textes sur New York. Là, on a plus on a effectivement la vision qu'on peut avoir. On retrouve la vision qu'on peut avoir d'ici, je dirais. Avec, vous parlez de cette nourriture grasse, ces gens de la nuit, cette espèce de toutes ces enseignes la nuit à vous. Cette espèce d'overdose d'enseignes telle qu'on peut s'imaginer la ville américaine, finalement. Tout à fait. Tout à fait. C'est frappant aussi. Voilà, c'est encore complètement différent. Donc, complètement différente de Djibouti. C'est une rencontre d'ultra-civilisation où le piéton n'a pas de place. D'ailleurs, j'ai écrit il y a un des recueils qui s'appelait Le silence du piéton, parce que j'ai pensé à ça aussi. Il y a un texte de Sartre qui raconte comment on marche dans New York, et en fait New York est faite pour la voiture, pas faite pour les piétons. Quand on est piéton, c'est écrasant, c'est impressionnant. Déjà, la hauteur des buildings. Il y a ça. Et puis, quand je suis arrivé, en plus, c'était en septembre, et il faisait très chaud, c'était très humide.
Et j'avais beaucoup de sacs et je me suis trompé en fait, au lieu d'aller prendre le bus qui devait m'emmener vers New Hampshire où j'allais travailler. Je suis allé à la gare ferroviaire et donc je me suis retrouvé coincé parce qu'il n'y avait plus de bus. Donc passé la nuit à déambuler avec 30 kilos de sacs. Donc j'ai appelé un ami qui m'a envoyé à son cousin et là j'ai pris un taxi pour aller chez ce cousin à l'autre bout de New York. Puis moi je comprenais rien ce que disait le chauffeur de taxi. Et il s'est parlé en anglais mais je comprenais rien. En fait il était haïtien, il parlait très bien le français. Donc au bout de 5 minutes j'ai compris c'est bon, c'était bon là. J'étais sauvé, j'allais trouver le moment, passer une nuit chez des amis et pouvoir repartir par le bus le lendemain. Mais voilà, ça commençait fort. Et c'est vrai que j'ai trouvé la ville très écrasante. Après, je ne suis pas pour les mégalopoles, j'en parle souvent des très grandes villes. Je trouve que pour moi, ça n'a pas une échelle très humaine. Mais bon, je reste un piéton aussi. Oui, vous avez tout un chapitre qui s'appelle le silence du piéton, comme vous disiez. Et là, on est en France. On est surtout en France. Et là, on est dans le quotidien, quoi. Vous en avez parlé un petit peu en début de semaine, c'est le marché des lys, c'est toutes ces tranches de vie en fait où c'est moins qu'une tranche, c'est une image, une photo quoi. Et à la fois on y est, ces petites vieilles, ces femmes là au Café de la Paix, même si c'est ironique, mais c'est vrai que ça prête à sourire quand même quoi. Vous n'êtes pas toujours dans le, vous savez être léger dans votre poésie, et vous savez aussi aborder des thèmes plus difficiles comme la guerre, qui parle de guerre, parle de migrants, qui dit migrants dit passeurs, et vous avez vraiment des très beaux textes sur la guerre. Pourtant, vous choisissez pas forcément des thèmes très faciles, quoi. Alors ça, c'est des textes qui ont accompagné le recueil d'Alain Oregan, Effroi. On était plusieurs auteurs à avoir donné des textes à Alain pour illustrer. Et c'est vrai que ce recueil est assez sombre sur l'humanité. Alors je crois qu'il faut on voit... Vous faites pas l'impasse sur les thèmes difficiles? Non, je fais pas l'impasse sur les thèmes difficiles, mais je pense qu'il faut... c'est comme la boîte de Pandore, il faut cultiver l'espoir. Et c'est très important. Je pense lire le journal, regarder une séquence de BFM TV, c'est très anxiogène. Donc c'est bien de connaître un peu le pouls du monde, mais le problème c'est qu'on n'a pas on vit au présent. Et vivre au présent, c'est tuer le souvenir et c'est tuer l'avenir. Donc moi, ça me semble très dangereux pour l'homme moderne de vivre tout le temps au présent. D'une espèce d'angoisse qui est entretenue, permanente. Moi, je suis toujours pour trouver des solutions, et pas seulement pour avoir le nez sur les problèmes, quoi. Donc je pense que c'est important. Alors, c'est vrai qu'à travers les voyages, je me sens un petit peu citoyen du monde, même si y a des parties du monde qui ne sont pas du tout apaisées. Et j'ai l'occasion d'en voir un petit peu, c'est pas très... Voilà, ça nous sort de notre confort, en fait. Et vous avez à la fin, vous avez quand même un poème, vous parliez d'espérance, où c'est espoir quand même. Vaut mieux, quoi. Oui. Bon, c'est espoir, point d'interrogation. Hein, mais Il y a ça, mais moi je pense qu'on parle de ces migrants, et alors on a ces statistiques, donc on a trouvé 63 noyés près de l'île en Italie, ou près d'Espagne, on a encore trouvé 40, et en fait on s'habitue avec ce système de nouvelles auquel on nous transmet l'information, mais il n'y a rien derrière. Je veux dire, en Irak, il y a des attentats tous les jours, je ne parle pas de l'Afghanistan en ce moment, et donc on s'habitue à se dire dans certains pays, mais il y a tant de morts, et moi ça me choque toujours en fait. Oui, parce qu'on n'est pas en train de prendre le problème, on est en train juste de faire une comptabilité en disant voilà, mais l'information... C'est un décompte en fait. Voilà, attentat à Kaboul récemment, voilà, on a 60 morts, bon... Et derrière, je ne trouve pas qu'on soit sur... Alors soit il faudrait expliciter un peu plus la situation, et puis moins vivre au présent quand même, tracer des perspectives. Moi, je crois que les hommes politiques sont confrontés à ça en ce moment, ils ont du mal à tracer des perspectives. Hein. Et c'est vraiment assez fâcheux.
De réduire l'humanité à une comptabilité. Oui. Il y a ça, oui, ça c'est vrai. Parce qu'en fait, ça déshumanise le problème. Et puis on s'habitue. On dit, c'est l'Irak. Bah oui, c'est l'Irak. Ok, d'accord. Ouais, sauf que derrière, c'est aussi des hommes et des femmes et des enfants. Tout à fait. Je crois qu'on perd ça un petit peu de vue. Mais à la fois, on n'est plus forcément dans de l'information. Enfin, on est dans le sensationnel. On est dans le. C'est aussi malheureusement ce qui attire le sensationnel quand même. Ça, mais après, c'est aussi une question de point de vue. Je vois aux États-Unis, j'étais assez surpris de voir en fait des informations centrées sur les États-Unis. En fait, les évocations du monde, ça paraît toujours un peu lointain. C'est le géocentrisme, c'est voilà. Nous, on est américains, on est au centre du monde, donc on va voir que la carte des États-Unis. Et puis, ce qui se passe à côté, c'est pas forcément. C'est périphérique. C'est un peu l'isolationnisme en fait qui reste un petit peu. Donc c'est pas ouvert. Moi, je me rappelle de discuter avec des étudiants qui confondaient le Brésil et la Belgique, ça les dérangeait pas. Moi, ça me dérange. Mais c'est pas pour être méchant, hein, c'est pas ça le problème. C'est que voilà, on est là-bas et le centre du monde, c'est les États-Unis. Donc, c'est assez bizarre, en fait. Quand on regarde les informations, c'est pas très ouvert. Bon, vaut mieux lire de la poésie. Hein. Voilà, on va dire ça. C'est en lien avec des textes que j'ai pu écrire pour le recueil d'Alain Origan. Effroi. Poser la question de ces migrants. Voilà, ils essaient de partir, c'est de s'échapper parce que les conditions de vie sont difficiles. Ils espèrent l'Eldorado européen. Ils prennent tous les risques. Et oui, moi, ça me fait un peu froid dans le dos. Je suis assez surpris, par exemple, pour les Afghans, de voir des polémiques s'élever parce qu'on a reçu une journée 250 Afghans. Qu'est-ce qu'on va en faire ? Si la France n'a pas les moyens de recevoir 250 personnes, alors franchement, il y a un gros problème quelque part. Je trouve que moi, ça me pose problème, ces polémiques. Oui, puis pourquoi ils partent ? Enfin, c'est rien que déjà cette question. Pourquoi ils partent ? Ils ne devraient pas. Enfin, on ne devrait pas quitter son pays. Ouais. C'est les conditions de vie qui font que. Mais pour ce que j'ai vu, moi, en Éthiopie, certains coins de Djibouti, on comprend pourquoi ils ont envie de partir. Parce que de toute façon, ce ne sera jamais pire. Oui, non, mais ça permettrait de ne plus avoir ces polémiques. Comment accueillir 250 Afghans ? Oui, mais regardez dans quel... Non, mais comment les moyens techniques ? On a des bâtiments, on peut leur donner à manger et les aider à se construire une vie, mais pas polémiquer en disant « Oh, on reçoit des Afghans, alors qu'est-ce qu'on va en faire ?» Moi, ça me gêne. Oui, on a les moyens, enfin, je veux dire, on a les moyens en France. Hein. Ça, vous le dites, ça transpire quand même dans vos... Ouais. Dans la dernière partie, ouais. Dans la dernière partie, alors celui Espoir, par exemple, il est... ça remet les choses en perspective. Oui, tout à fait. Et ça... Je veux dire, les journalistes qui créent de la polémique, comme vous dites, sur l'accueil de 250 Afghans... Bon, c'est un exemple. Mais... Non, oui, un exemple, mais je veux dire, c'est les Afghans, c'était les Syriens, de polémiquer là-dessus. Bon, on peut lire votre texte et saturer la polémique. Hein. Mais j'avais fait un petit texte comme ça et j'expliquais que sur le Mékong, il y avait un petit garçon qui avait du mal à nager. Parce qu'en fait, il a perdu une jambe sur une mine. Et donc, je voulais souligner comme ça le fait que les mines, c'est un vrai fléau dans ces pays. Donc c'est vrai que la communauté internationale, il y a des gens qui vont s'investir pour déminer le pays. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choses concrètes à faire. Et pas toujours polémiquer. Voilà. Alors des choses concrètes à faire et aussi vous montrer concrètement quelle incidence peut avoir une mine sur la vie quotidienne d'un enfant. Voilà, tout à fait. Bon, j'ai utilisé l'image c'était un petit peu pour choquer dans ce texte-là, mais en même temps, c'est un vrai problème. Et c'est quelque chose qui, je ne sais plus combien, il y a de millions de mines disséminées en plus, c'est quelque chose qui va demander 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et il y a des gens volontaires qui vont sur place et qui font les choses. Donc moi, je trouve ça beau. Oui, et puis c'est une manière de montrer
comment, je veux dire, effectivement, lu un décompte comme ça c'est difficile de se mettre en perspective quand on a juste un décompte. Comme vous dites, il y a 10 millions de mines, oui, c'est fâcheux. Mais alors que quand vous montrez derrière qu'effectivement, c'est un enfant qui ne peut pas nager, donc il y a du mal à nager. Là, il y a une incidence concrète, quoi. Tout à fait. Et de le montrer en poésie, je veux dire, la poésie, elle sert aussi à ça, à dénoncer. Alors, on est dans une société qui est quand même très matérialiste. Et si on existe seulement par sa capacité à dépenser, moi, ça me gêne d'être réduit à ça. Et j'ai vraiment le sentiment que j'ai. Bon, je ne suis pas fanatique de la publicité, c'est clair. Mais d'accord, c'est important. Mais le système, il faudra le ralentir à un moment. Et je pense aux écarts qu'il peut y avoir entre certains continents. Et là, je dis, ça, voilà, va falloir ajuster à un moment. Nous, on ne pourra pas continuer comme ça. Oui, clairement. Le système va finir par imploser ou ça va poser problème, quoi. Ça va certainement poser problème, c'est vrai. Bon, sur ces paroles pleines d'optimisme, on va se quitter. Bon, on essaiera d'être plus joyeux demain, parce qu'il y a quand même d'autres thèmes que vous abordez dans ce recueil, dont je rappelle le titre, Sur mon 31, poème 1987-2018, et c'est chez Edilivre. À demain, Jean-Louis Zacmer. Femme qui passe. Une silhouette flottante se répand en tissu sur les murs blancs aveuglés de soleil, où ressortent les taches écaillées de peinture polychrome, et le désir s'insinue comme le sommeil. Attendre la nuit complice. Voilà les longs arpents d'étreinte et les barres bourdonnant de menthes affamées, déguisées en gazelles des sables, si belle, si mutine, si affairée, à caresser espoir et désespoir, des marins chaloupant de la terre retrouvée, des soldats harassés de guerres évanouies. Chacun traîne un mirage au fond de son verre, un coït éphémère dans une ruelle obscure, sous un toit tôle ondulé dans l'alcôve d'une fille qui marchande la nuit pour manger à sa faim. Chacun traîne un mirage noyé dans la chaleur, la veine palpitante d'un souvenir subtil, mouliné par les ventilateurs, les mains, les sueurs, les bouches agglutinées, les langues fébriles, les danses emmêlées, le couvre-feu fiévreux, les enfants qui rigolent en mendiant à la porte, les taxis déglingués, le tourbillon des heures, les corps démantelés, affalés à l'aurore, les matins oubliés à s'oublier encore, dans les girons graciles des rêveuses d'ailleurs. Catin charmeuse. Dans le vieux quartier colonial, au milieu des îlots carrés, où les persiennes sont fenêtres édentées, où les arcades sont percluses d'ombre, j'ai cueilli la bouche superbe d'une émigrée de Babylone, en marge d'une rue animée, où la pierre fleurit sous le soleil, sur les murs de chaux écaillés. Son regard étincelant, fixité métallique, était laminé par le quat de la nuit. Elle envoûtait l'imaginaire de ce que je croyais pouvoir être ou devenir près d'elle alors. Beau leurre, belle infidèle. Je suivais sa démarche ambrée et son silence nonchalant et rêveur. Elle avait oublié sa main dans la mienne. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sarre. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sarre. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je retrouve avec plaisir notre invité qui est à l'honneur cette semaine à Il était une fois un livre, Jean-Louis Zacmer, qui est venu nous parler parler autour de son dernier recueil qui s'appelle Sur mon 31,
un recueil de 31 années de poésie, 1987-2018, et c'est chez Edilivre. Bonjour Jean-Louis Le Zachmer. Bonjour. Alors, dans votre recueil, donc, outre les voyages, qui est quand même une source d'inspiration certaine chez vous, il y a un autre thème qui prend aussi beaucoup de place, qui est la mer. Alors, c'est à travers les ports, à travers la mer elle-même. C'est une source... qui vous a un élément qui vous a construit, comme Djibouti a pu laisser une empreinte forte dans votre vie d'écrivain. Est-ce que la mer, c'est sans comparaison déplacée, bien sûr, c'est aussi un élément qui vous imprègne? Avec des références familiales, j'ai un grand-père qui était marin et qui a fait une campagne en Chine en 1922-24, dont j'ai des photos, dont je vais essayer de faire un livre. Et donc, pour lui, moi j'ai grandi en partie à côté de Brest, à l'Empole-Ploirzel, où habitaient mes grands-parents. Et donc, sur mes premières années, mon grand-père m'emmenait voir la mer tous les jours, en poussette et à pied. Et donc, c'est quelque chose qui m'a marqué. Dans ma chambre, il y avait les éclats des phares, la nuit, qui passaient quand même. Donc, c'est un rythme qui m'a toujours fasciné. Le bord de mer, ça m'a toujours fasciné. Donc, il y a un moment aussi où mes parents sont partis à Saint-Malo. Donc, c'était aussi la mer. Actuellement, je suis plutôt en vacances à Fréhel. Mais voilà, on reste en contact. et c'est vrai que je dis souvent que je ne veux pas acheter une maison en bord de mer. Parce que je passe mon temps à regarder les marées toute la journée, monter et redescendre. Je pourrais pas faire grand-chose d'autre. Il n'y aurait plus de place pour l'écriture. J'aime bien sortir à kayak quand même. J'aime bien être sur l'eau, bien pêcher. Mais c'est vrai que je trouve ça tellement fascinant que je ne pourrais pas habiter en bord de mer. Je passerais mon temps à guetter les marées. Non, mais c'est extraordinaire. Ces marées-là, ce n'est pas les marées de Méditerranée. Et même quand j'étais au bord de la mer Rouge, c'est pareil. On a des écarts qui font des paysages extraordinaires. La Bretagne, est là, je ne sais plus combien de kilomètres de côte, mais milliers de kilomètres de côte, mais c'est assez extraordinaire, c'est assez changeant, moi je trouve ça fascinant. Fascinant, c'est comme... J'ai parlé dans les recueils, je l'appelle le systole des jours, je crois que c'est ce titre-là. Mais en fait, le systole, pour moi, je pars de la mer, c'est le poumon, c'est la respiration, c'est la pulsation. Moi, c'est très important. Donc, je suis très bien en bord de mer. Mais je ne pourrais pas y être toute l'année. C'est le sang de la terre. Voilà. C'est comme le sang c'est comme chez l'être humain. C'est une infusion, infusion-diffusion. L'iode, et puis les algues, et ces paysages changeants que je trouve en Bretagne en particulier extraordinaire. C'est vrai que... Bon, j'enfonce peut-être des portes ouvertes, mais bon, pour moi, ça me touche vraiment. Une ville à marée basse, une ville à marée haute, elle change complètement de paysage. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est vraiment un thème qu'on retrouve beaucoup chez vous. Effectivement, c'est Brest, c'est Saint-Malo. Ça vous a... Ça a marqué votre... Comme je disais, Djibouti, c'est pareil. C'est deux éléments qui... Tout à fait. J'ai toujours en tête « Homme libre, toujours tu chériras la mer » de Baudelaire. C'est aussi un leitmotiv, c'est quelque chose qui revient aussi. Il part de liberté, je regarde la mer. Il faut savoir que pendant le confinement, on ne pouvait pas regarder la mer, ou très peu, on ne pouvait pas l'approcher, dans des conditions parfois pires que sous l'occupation allemande. Mais bon, le bord de mer, il n'a pas toujours été autorisé d'accès. Mais moi, je trouve formidable d'en regarder. Contempler. Ça va aussi avec, quand vous disiez en début de semaine que le poète avait une pensée libre. C'est vrai que la mer, c'est un horizon vaste, infini. Ça va aussi avec cet esprit de liberté. Tout à fait. Bon, Baudelaire a mieux parlé que moi, certainement. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'évocations dans mes textes. Alors, pour avoir vécu à Saint-Malo assez longtemps, y retourner aussi régulièrement, Fréhel, le Finistère Nord, passé souvent des vacances à Saint-Paul-de-Léon, vers Roscoff, grandi à l'Empole-Ploirzel,
voir des amis à Douarnenez. on a un certain nombre de points de repère en Bretagne. Alors le golfe de Morbihan, c'est aussi extraordinaire. Donc j'aime beaucoup Sarzeau, Radon, voilà. Et à la fois, quand on lit vos poèmes sur la mer, alors je parlais d'horizon infini et cet élément aussi vaste qui puisse être, et à la fois on sent énormément, c'est pas forcément cet infini qu'on retrouve dans vos textes, il y a beaucoup plus de proximité, beaucoup plus de, c'est presque quelque chose de charnel, quelque chose de de matière, quoi. C'est pas la mer dans son infini, c'est quelque chose de beaucoup plus proche quand vous en parlez. Je suis un nageur féroce. J'aime bien nager. J'aime bien faire du kayak. Et le contact avec la mer, c'est aussi... voilà. Mais je m'en méfie. La mer, c'est comme la montagne, il faut s'en méfier. Là, j'étais en vacances avec mes petites filles. Je les ai emmenées se baigner. Je leur ai dit, vous regardez toujours la vague. Bon, le message n'est pas passé. Hein. Mais vous regardez toujours la vague. En mer, il faut toujours regarder où est la vague. Voilà. Donc, ça peut être... ça peut être... un milieu hostile, mais bon, il y a aussi la combinaison des couleurs, je veux dire, entre le ciel, la couleur de la mer, la hauteur des marées, la présence du soleil, la saison, c'est jamais la même chose. Oui, il y a quand même un côté plus charnel que le côté infini, liberté qu'on peut quand on regarde la mer, alors surtout quand on est à Brest et qu'on est face à l'océan, là il y a vraiment une notion d'infini, et à la fois dans vos textes c'est pas forcément ça qu'on retrouve, quoi. Ça prend un peu des réalités quand même. Je lis la nage, le kayak, voilà, c'est des choses, voilà. Je suis en contact. Donc c'est pas simplement la contemplation oui, c'est ça, pure. C'est ça. C'est ce qu'on retrouve dans vos textes, en fait. Cette proximité, ce côté, je dirais un peu charnel, ce contact, quoi. Alors, j'ai évoqué la combinaison des couleurs, mais il faut aussi rajouter le vent, il faut rajouter le bruit des vagues, voilà. En fait, ça fait appel à tous les sens. À plusieurs dimensions, voilà. Et souvent unique. C'est multisensoriel, voilà, la mer. Tout à fait. c'est la vue, c'est l'ouïe, c'est le toucher. Enfin, En plongée, c'est différent. Enfin voilà, il y a plein d'approches. Mais c'est un élément que j'aime bien, c'est vrai. Oui. Bon, je pense qu'à la lecture de votre recueil, on sent que vous êtes à l'aise avec cet élément-là. Enfin, même si, comme vous dites, il faut être vigilant, on sent que ça fait partie de votre vie. Quand Tout même. à fait. Dans les autres thèmes, enfin, parce que la mer est très présente, Djibouti, enfin, vraiment, on le retrouve. Mais c'est aussi, comme on l'a dit, le quotidien, c'est aussi la guerre. Et c'est aussi, je trouve que vous en parlez de manière très touchante, la désespérance qu'on peut retrouver dans le monde de la nuit. Ces gens qui vivent la nuit, cette jeunesse aussi. Vous parlez de la jeunesse qui peut se noyer, enfin une certaine jeunesse qui peut se noyer dans l'alcool. C'est aussi des thèmes qui vous tiennent à cœur. Oui, alors ce serait plutôt dans les premiers recueils, ce serait plutôt inspiré de ma vie étudiante. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup marché quand j'étais étudiant, dans Rennes principalement, et un peu insomniaque, donc j'ai pas mal effectivement marché. Et puis on avait, avec les amis, on avait souvent des petits studios à tous les coins de la ville, donc on se raccompagnait, enfin voilà, ça prenait un peu de temps. Et puis il y a aussi peut transparaître un certain malaise, ça peut être des déceptions sentimentales, ça peut être différentes choses qui sont moins proches de moi maintenant, je pense. Mais j'ai pas envie non plus de faire l'impasse sur le passé, donc voilà, ça peut transparaître effectivement. Et puis cette mélancolie du piéton insomniaque. Oui, puis c'est un peu particulier.
Alors, en plus, alors j'imagine qu'on ne croise pas du tout les mêmes personnes quand on déambule en journée ou en nuit. Et c'est vrai que vos déambulations nocturnes ne donnent pas forcément envie. D'accord. Non, envie dans le sens où on touche pas, on n'a pas accès à aux mêmes vies, quoi. On touche pas les mêmes personnes. Les insomniaques sont peut-être plus enclins à être mélancoliques que les autres, je ne sais pas. C'est vrai, mais puis bon, il y a le rapport de la jeunesse. Je prends un exemple, je vais toujours au marché des Lys, mais bon, quand j'étais étudiant, on sortait peut-être de boîte de nuit, on arrivait à 6h sur la place des Lys, alors que les gens étaient en train d'installer leurs étals, donc on était un peu décalés aussi au rythme de vie. Donc, Et vous pensez que la jeunesse des années 80 est différente de la jeunesse d'aujourd'hui ? Vaste question. Vous voyez, quand vous parlez vos poèmes sur la jeunesse, les quelques poèmes que vous avez écrits sur la jeunesse, là vous me dites que c'est en rapport avec la vôtre. J'ai vraiment cru que vous parliez de celle d'aujourd'hui. Il y a peut-être des liens. Hein. Le fait est qu'il y a un certain nombre d'années, on était moins nombreux à être étudiants, pas forcément tous très riches, mais assez privilégiés quand même. Une vie un peu tranquille. Mais ces années 80, on a vu quand même monter le sida, qu'on a peut-être un peu oublié avec le Covid, mais c'est quelque chose qui est monté progressivement, qui a angoissé pas mal. Ça m'avait fait sourire quand je suis arrivé à Djibouti, parce qu'il y avait un panneau à l'entrée de l'aéroport, et c'était marqué « Djiboutien, si tu vas en Europe, ne ramène pas le sida ». Alors que nous, on était persuadés que le sida, en fait, il venait d'Afrique. Mais bon, voilà, c'était un petit peu les décalages. Donc il y a eu ça. C'était... peut-être que la jeunesse a toujours d'autres malaises. Après, on était certainement... Toujours des motifs à désespérer. Une jeunesse différente, puisque moins proche des écrans quand même. Enfin, c'est une révolution de civilisation. Qu'on avait un téléphone à cadran, c'était bien quand on était étudiant déjà. Donc expliquer que les cabines à pièces, tout ça, ça relève déjà de la préhistoire. Donc... Mais au-delà de ces conditions de vie, peut-être aussi que les gens parlaient précédemment, vivre au présent, c'est angoissant. Au bout du compte, quand on réfléchit un peu, tracer les perspectives, on a, je pense, une vie moderne qui est assez stressante. Et c'est pour ça que je parlais un peu de ralentissement nécessaire, que ce soit dans l'économie ou de la manière de vivre. Ça devient assez frénétique. Enfin, moi, je vois pas très bien, à partir d'une certaine limite, à quoi servira la 17G, quoi. Ça m'interroge beaucoup quand même. Le téléphone, bien, et l'information de plus en plus rapide, mais ça devient frénétique. Moi, je vois les gens dans la rue qui, quand même, pour la majorité, sont toujours à regarder leur écran de téléphone portable. Au niveau du rapport social, ça me gêne. Tout ce qui devient virtuel pose problème. Je pense que les gens, ils peuvent, sur les réseaux sociaux, se faire plaisir. S'ils ne sont pas contents de certaines personnes, ils les mettent à la poubelle. Ils peuvent idéaliser aussi leurs relations, mais dans la réalité, ça se passe pas du tout comme ça. Moi, je trouve ça un peu inquiétant en fait. Et je comprends qu'on puisse toujours être un peu inquiet, notamment maintenant, parce que y a beaucoup de jeunes qui ont traversé la crise de Covid, le confinement, le manque de relations sociales. C'est compliqué. C'est au-delà du pass sanitaire, c'est pas ça aussi. C'est aussi le fait de voir du monde. Donc là, on vient de traverser une période difficile, mais je pense que quand on est jeune, c'est encore plus lourd. C'est encore plus délicat. On a besoin de perspectives d'avenir. Et je crois que vivre au présent, ça ne permet pas. Donc c'est angoissant. Et puis, il faut aussi qu'on rentre dans... Enfin, je ne vais pas faire non plus un grand libertaire, mais qu'on rentre un petit peu dans le moule. C'est-à-dire, il faut qu'on gagne de l'argent pour pouvoir consommer, pour que le système économique continue. Ce qu'on appelle le progrès, mais ce mot progrès, il faudra avoir une progression. Ça dépend de ce qu'on met derrière. Ce ne serait pas une régression, ça peut être un progrès aussi. Le mot progrès, il est très ambigu. C'est à voir ce qu'on met derrière le progrès, quoi. Donc, il y a cette espèce de fébrilité des bourses. À un moment, il faudra peut-être revoir un peu... Surtout, on consomme beaucoup trop. Enfin, je veux dire, surtout dans le monde occidental. On consomme beaucoup trop, c'est clair. Mais c'est aussi, quelque part,
dans vos poèmes, quand vous abordez tous ces thèmes, c'est peut-être aussi le rôle ou de l'écrivain, mais aussi du poète, de porter ça à la réflexion, d'interroger, de faire réfléchir, de faire débattre. Comme on disait en début de semaine, la poésie, ce n'est pas que pour parler des fleurs et des oiseaux, c'est aussi une matière à réflexion, quoi. Tout à fait. Ça permet aussi de dépoussiérer peut-être l'idée qu'on peut avoir de la poésie. La poésie, ce n'est pas que dans la gare des Michards, là, hein. La poésie contemporaine, c'est aussi ces textes qui portent à réflexion, qui... J'espère un peu. Bon, je ne suis pas non plus à m'engager de manière très forte en politique, plutôt dans la contemplation, mais pas seulement dans la contemplation. Je pense que c'est agir aussi que d'écrire et de proposer sa petite fabrique de mots, ce qu'elle a donné au lecteur. Donc, pour moi, c'est pas neutre non plus. Il y a une translation à faire, il y a un passage à offrir, en fait. Qu'on peut... Mais je prétends pas du tout avoir donné de vérité universelle, c'est pas ça. Je veux dire, écrire, c'est écrire de la poésie, c'est poésie en grec, c'est-à-dire fabrication. Hein, c'est faire. On fabrique ce texte et on le propose au lecteur. On le propose. Après, on peut échanger. Alors ça, c'est bien d'échanger. Oui, non, mais là, c'est parfait. Le propos n'est pas moral. Votre propos n'est pas de poser des solutions. Moi, je le vois plus comme matière à réflexion, quoi. Mais sur les derniers textes sur les migrants... amener à réfléchir. Ouais, sur les derniers textes sur les migrants... à poser des questions. Voilà, regardez, c'est pas 43 migrants qui sont noyés, c'est chaque migrant, qu'est-ce qu'il avait comme projet, d'où est-ce qu'il venait, qui l'a exploité pour faire la traversée, quelle chance il avait, est-ce que c'est vrai qu'il aurait une vie meilleure, notamment en Europe ou en Occident. C'est des questions que je trouve complexes. Mais je pense que c'est un véritable scandale. Quand je vois que ce sont des bateaux privés qui vont ramasser les migrants en train de se noyer, je trouve que c'est scandaleux. Alors que nous, on a les moyens. Enfin, je pense qu'on a les moyens dans l'absolu d'accueillir. Donc, vous posez des questions. Voilà. Voilà. Chacun y répond. Bon, eh bien, écoutez, pour l'instant, on va laisser place à la lecture de quelques poèmes. Et puis, on se retrouve demain pour la dernière journée de la semaine. Très bien. À demain. À demain. Jean-Louis Lozac meurt sur mon 31. La veuve a René. Ses pieds enflés débordent des chaussures du dimanche. Elle attend l'autobus devant le cimetière. De l'Est, le jour de l'époux et de douces prières. Les bras de la vieille dame sont fragiles dans ses manches. Elle y va chaque semaine et surtout le jeudi, moment où le club des retraités fait relâche. Le petit jardinet est devenu bien lâche. 10 ans déjà que René ne plante plus ses radis. Et leur maison de briques a des pans qui s'effritent. L'homme a vécu ses guerres dans ses silences têtus, mais il réparait tout et valait ses mérites. Jamais un mot de trop et à l'heure pour la soupe. Ouvrier le veto, la peine aux mains tordues. Attends-moi comme avant, je suis ta Betty Boop. La mémé de 7 heures est le marché des lys. Elle n'est pas inconnue, la vieille qui trottine, et traîne derrière elle son vieux caddie rouillé. Elle s'en va au marché, sa voix suraiguë couine, sur les prix bien trop chers, sur le pavé mouillé. Tout le monde la connaît, à 7 heures du matin, 60 ans à brader et à plier les chines, pour dégoter son fricot, son nez de lutin, hume et flaire un légume, inspecte et rebutine. Monsieur, quand on est fauché, on a sa dignité. 80 ans passés à se traîner au lys, maigre pension, manteau râpé, les dents gâtées. Chez elle, sitôt, ici, la mémé chouchoutée, sait que tous les marchands rognent leurs bénéfices pour cet oiseau fragile et ses doigts agités.
Café de la paix. Deux amies délicieuses déjeunaient un dimanche au Café de la paix. Elles râlaient bruyamment. Deux vieilles peaux fripées et du gras sur les hanches s'avisaient le serveur habitué au dément. Plus moyen d'obtenir un campari décent. Où est ma tranche d'orange et où sont mes olives ? Elles râlaient donc, chargées de rentes et d'invectives. Le bougnat devinait un pourboire indécent. Moi qui n'ai jamais rien fait de mes 10 doigts, vois mes mains abîmées, dit la moins vieille à l'autre. Le soleil de la Baule s'est abattu sur toi. C'est l'été en plein air qui nous a rouillés, commenta l'autre dentier. Reprends quelques huîtres. Vous ne manquez pas de zeste, osa l'employé. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Donc aujourd'hui, nous sommes vendredi, dernier jour en compagnie de notre invité cette semaine, Jean-Louis Lozakmer, qui est venu nous parler de son dernier recueil de poèmes qui s'appelle Sur mon 31, recueil de 31 années de poésie, poèmes 1987-2018, et c'est chez Édilivre. Bonjour Jean-Louis Lozakmer. Bonjour. Je voulais juste revenir un petit peu sur le titre. En fait, on ne sait pas trop d'où vient l'expression sur mon 31. Ça m'a amusé, parce que j'ai cherché. Et en fait, on pense que le 31, au Moyen-Âge, c'était un bel habit qu'on mettait pour faire la fête. Et donc, on est sur mon 31, qui est devenu sur mon 31. Bon, ça reste un peu une énigme. Moi, j'aimais bien l'expression, donc voilà. Je m'y tiens. Donc, voilà, je fais de mon mieux sur mon 31. Il y avait quelque chose, une idée sur laquelle je voulais revenir. Alors c'est vrai que depuis le début de la semaine, j'ai essayé de montrer que vous abordez donc ces 31 années de poésie. Donc effectivement, forcément sur 31 années, vous avez abordé des thèmes très différents. Donc on a vu la mer, mais aussi le quotidien, le monde de la nuit, les ports, enfin tout ce monde qui grouille dans les ports et qui a quand même nourri aussi votre poésie, et notamment les voyages également, et Djibouti, comme vous nous l'avez expliqué, qui a été pour vous un véritable choc personnel. Une révélation. Une révélation qui a imprégné aussi votre construction d'écrivain et peut-être aussi d'homme. Et vous avez employé dans un de vos poèmes un terme qui m'a interpellée parce que je l'ai trouvé très fort. Vous parlez du désœuvrement des hommes. Mmh. Alors là, c'est à Djibouti, oui, dans le chapitre qui s'appelle Abyssine. Mmh. Et dans ce désœuvrement, j'ai eu l'impression que vous l'avez appelé le destin éteint. C'est terrible quand même. Enfin, peut-être très réaliste et comme ça que vous l'avez vécu. Je peux préciser un petit peu. En fait, on peut parler du khat. Hein, c'est une plante qui est importée d'Éthiopie, à Djibouti, que beaucoup d'adultes consomment. Donc, les effets du khat, c'est à peu près comme de la coca. Donc, on a des périodes un peu d'abattement, on a des périodes d'euphorie, des périodes un petit peu agressives. Ça permet de ne pas dormir beaucoup. Donc, ça m'avait frappé de voir ces hommes le soir donc, qui mâchaient du khat. Pour chasser ce désœuvrement-là, justement. Chasser ce désœuvrement. Pas seulement. Ce que je voyais, en fait, c'était le côté habituel. Donc je suis dépendant, je dois trouver ma ration de khat, il faut que j'ai l'argent pour l'acheter. Si jamais l'avion qui vient d'Éthiopie qui amène le khat arrive en retard, c'est une catastrophe, parce que c'est quand même une dépendance réelle. Et je trouvais que ces hommes qu'on trouvait tous les soirs rassemblés à discuter ensemble et à mâcher du khat, ça me semblait le côté vivre au présent. J'en parlais
précédemment. Et pas de perspective. Moi, je trouvais ça... voilà. Donc, le destin éteint, je trouvais que c'était un peu... C'est ma vision, en fait, de ces hommes. Et le fait que ce soit donc les femmes, finalement, qui se retrouvent à usiner, à faire tourner la société. Bon, c'était peut-être davantage vrai il y a quelques dizaines d'années. Maintenant, je pense que... je ne sais pas. Une chose est sûre, les hommes de Djibouti avaient perdu un peu leur territoire, les activités de chasse, activités aussi guerrières, et donc une sorte de désœuvrement sur place. Et effectivement, je veux dire que les femmes endossaient plus de responsabilités et s'occupaient plus de la maison, des enfants, et travaillaient aussi à l'extérieur. Moi, je ne dis pas que les hommes ne faisaient rien, c'est pas ça. Je dis simplement que moi, le 4, ça m'avait un petit peu frappé avec ces différentes phases et puis cette consommation régulière. Donc, voilà, vivre au présent, sans perspective. Je pense que c'est ça qui m'avait un peu incité à écrire Le destin éteint. Après, il y a teint éteint, peut-être que, les syllabes, ça m'avait plu aussi. Le destin éteint. Mais c'est vrai que c'est bon, à la relecture, c'est un peu triste quand même. Le destin éteint, c'est vrai que là, c'est le gourmand des mots qui parle. Voilà. Parce qu'effectivement, à la sonorité, la sonorité, vous parliez en début de semaine que votre manière d'écrire la poésie, c'était aussi une... alors, on sent quand même une gourmandise, l'amour des mots, mais c'est aussi la musique des mots. Et c'est vrai que vous disiez que la poésie qui était normalement faite pour être lue à haute voix, pour être déclamée... Ou chantée. C'est vrai que quand on le dit, ça n'a pas du tout la même sonorité que quand on le lit. Tout à fait. Alors moi, c'est vrai que c'est un terme qui m'a interpellée parce que ça donne pas beaucoup de projets d'avenir. J'ai peut-être trouvé ça un peu triste. Bon, c'est peut-être aussi mon jugement de petit blanc qui est passé par là et qui se dit, je sais pas ce qu'ils font exactement. Après, je peux pas non plus juger et dire que tous les Djiboutiens étaient comme ça. C'est pas du tout ça. Mais ça, la consommation du 4. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas des femmes, moi j'ai du 4 aussi. Oui, certaines femmes mâchent le 4. C'est pas proprement réservé aux hommes. Là, en l'occurrence, là, c'est des hommes que vous avez vus. Voilà. Donc c'est l'image que j'ai eue sur ce texte. Bon. Alors après, donc j'en parlais hier, c'est vrai que votre poésie et la poésie contemporaine aujourd'hui dépoussière un petit peu l'idée qu'on peut avoir de la poésie. Tout le monde ne lit pas de la poésie, autant des romans, c'est facile d'accès, autant souvent il y a quand même beaucoup de préjugés sur la poésie. C'est vrai. Et je trouve que tous les thèmes que vous abordez permettent de... Il n'y a pas de tabou finalement en poésie. On peut aborder tous les thèmes. Et là, ces 31 années, vous n'avez pas écrit toujours que sur la mer ou que sur Djibouti. C'est vrai, démontre que il n'y a pas de tabou en poésie, qu'on peut traiter de tous les thèmes et justement de manière poétique, même si des thèmes aussi tragiques que la guerre, les migrants, les passeurs et le scandale des passeurs qui peuvent vous indigner, il n'y a pas de thème que vous écartez. J'ai une certaine manière d'idéaliser un peu le langage, et donc je reste sur mon 31, je veux que ce soit élégant et chic. Bon, pas toujours, mais quand même, il y a cette recherche, j'aimerais bien... Je pense que le poète, il est toujours à chercher la phrase sublime, la phrase qui serait parfaite. Et c'est une quête perpétuelle, on ne trouverait sans doute pas, mais on peut essayer de s'en rapprocher à travers sa petite fabrique de mots. Là, on essaie de trouver un assemblage qui nous semble bien à transmettre. Je ne dis pas forcément beau, parce que c'est encore une autre, c'est pas forcément esthétique, mais voilà, un message avec des mots qui sont bien assemblés. Une élégance. Voilà, une élégance, mais aussi qui ait du sens. Pas simplement une tournure. Non, il faut que ça ait du sens aussi. Et voilà, donc c'est une quête permanente en fait. On prend les mots et on recommence.
C'est ce que vous appelez très joliment votre alambic personnel. Alambic personnel du langage. Du langage. Moi, j'espère distiller quelque chose pour les lecteurs, de bon. Alors, vous distillez, il n'y a pas de problème. Hein. Vous, comme je disais, à aucun moment il y a de jugement. C'est plus vous interpeller le lecteur, finalement. Tout le monde n'a pas forcément été à Djibouti. Quand vos poèmes... Alors, c'est vrai que Djibouti revient souvent, alors que il n'y a pas que de Djibouti que vous parlez. Hein. Vous parlez aussi des États-Unis, vous parlez aussi de la France, beaucoup de vos déambulations d'étudiants à Rennes, de Brest, voilà. D'Allemagne aussi, vous parlez de l'Allemagne. Mais voilà, vous faites en sorte que le lecteur se pose des questions. Et quand vous nous parlez de vos voyages, c'est toujours dans cette attention. C'est jamais en poseur, finalement, quoi. C'est toujours, vous n'êtes pas... vous n'imposez pas de morale. Vous nous faites nous interroger. C'est une question intéressante. Si je suis en Bavière, sur le bord du Main, je vais voir au printemps un paysage, je vais avoir des sensations, des bruits, donc je vais faire un texte. Ce serait amusant d'avoir 10 poètes qui sont en même situation, qui en même temps écrivent un texte. Et là, ça pourrait être... et je pense qu'on n'aurait pas du tout les mêmes résultats, enfin a priori. Non, parce que chacun a son appréciation. Voilà, donc ce que je veux dire, c'est toujours très subjectif, quand même. C'est subjectif, mais il faut quand même... ça ne peut pas rester simplement personnel. Si on veut transmettre au lecteur, il va falloir avoir un contenu qui soit transmissible. Et pas, je n'écris pas seulement pour moi. Mais c'est vrai que face au même paysage, c'est quand même votre regard. Une expérience intéressante d'avoir 10 poètes. Et voilà, voilà, vous avez votre crayon, votre papier, allez-y. Oui, mais c'est quand même votre regard que vous nous transmettez. Exactement, c'est ce que je voulais dire. Ouais. Mais je n'ai pas un regard universel, je veux un regard qui soit transmissible. Je ne veux pas essayer de faire de la poésie ésotérique que personne ne comprend, ça ne m'intéresse pas. Oui, mais c'est aussi pour ça qu'on va lire tel ou tel poète et pas tel autre. C'est aussi un regard qu'on vient chercher. C'est pas, c'est une sensibilité qu'on lit, c'est une subjectivité. Donc heureusement, même si votre écriture, comme vous dites, n'est pas universelle, vous prétendez pas à l'universalité du thème que vous abordez. Non. Mais c'est pas non plus un échange. C'est pas non plus ce qui intéresse le lecteur. Ouais. Mais alors, quand on parle de poésie, on a des préjugés. Il y a beaucoup de gens à publier la poésie, pas assez lecteurs à mon avis. Si on parle de Grand Corps Malade, on va dire tout de suite, oui, mais Grand Corps Malade, c'est de la poésie. Si on regarde les textes de MC Solar, c'est de la poésie aussi. Donc, finalement, les gens fréquentent beaucoup plus de la poésie qu'ils ne le pensent. Après, bon, l'objet livre, l'objet papier, qui n'est pas forcément sur une ligne mélodique, c'est différent. Mais on peut tenter la rencontre. Ce que je veux dire, c'est que les gens sont confrontés dans le rap à des gens aussi qui écrivent des textes de nature poétique. Oui, la poésie, elle se trouve sous toutes ses formes. Oui, tout à fait. Donc, et les gens la connaissent, mais ne sont pas sûrs enfin, ont souvent des préjugés, ne sont pas sûrs de l'apprécier. Donc, chers auditeurs, vous avez bien compris qu'on a essayé de démonter un petit peu les préjugés qu'il pouvait y avoir sur la poésie. Donc, surtout, n'hésitez pas à en lire. En plus, votre recueil c'est un petit recueil, donc tout à fait abordable. L'écriture, la lecture le sont aussi. Il n'y a pas besoin de dictionnaire quand on vous dit. Non, a priori, non. non, c'est sûr. Donc voilà, surtout ne pas hésiter à revenir à la poésie. Ce n'est plus la poésie du temps ou du lycée, de la gare des Michards. Elle n'était pas mauvaise non plus. Hein. Non, mais elle pouvait paraître un peu rébarbative. C'est alors vrai. on parle toujours de la poésie alors qu'on devrait dire les poésies. Il n'y a pas de normes en poésie. S'il y a bien quelque chose de très libre, c'est aussi la poésie. Et d'ailleurs, on peut vous retrouver en dédicace. Je serai en dédicace le vendredi 1er octobre à partir de 17h à la Petite Margande de Prose à Montfort. Voilà, donc
surtout ne pas hésiter à venir vous rencontrer. Hein. Vous y serez donc de 17h à 19h, je pense. De 17h à 19h. Alors, je tiens à préciser aussi que pour tous les auteurs, mais ça peut être aussi vrai pour les musiciens, les chanteurs, la période Covid était très difficile parce que la plupart des salons étaient fermés et pas de dédicaces possibles. Donc, c'est un petit vent de liberté en ce moment. Donc, profitons de ce vent pour rencontrer les auteurs ou les artistes, parce qu'effectivement, on a été un peu sevrés de ces rencontres pendant quelques temps. C'est vrai. Est-ce que parce que vous avez toujours plein de choses en cours, vous? Oui, il y a quelques projets en cours. Quand je vous ai rencontré pour Bon baiser de Néron, c'est vrai que vous m'aviez parlé de ce recueil que vous aviez l'intention de sortir. Et maintenant c'est fait. Donc le prochain petit projet, j'ai un ami proche, Wolfgang Kramer, qui était allemand et qui est décédé récemment. Et on avait commencé, j'avais écrit quelques poèmes sur la Franconie, c'est une région de la Bavière. Et donc j'ai l'intention il m'en avait fait les traductions en allemand. Et donc j'ai l'intention de publier ces quelques textes que j'avais écrits et en utilisant sa traduction en hommage. Donc ça sera un petit recueil bilingue. Un recueil bilingue. Ouais, voilà, avec donc, une petite en préface français-allemand et puis les poèmes que j'ai pu écrire et leur traduction très pointue par Wolfgang Kramer. Voilà, donc ça c'est le projet immédiat. J'ai un roman en cours qui se passera en Abyssinie. On y revient je connais toujours. Un peu mieux que la Mongolie dans Les Voix des chamans. Et puis un dialogue entre Jules César et Vercingétorix, parce qu'en fait, en cherchant un peu, Vercingétorix, on ne l'a pas laissé parler souvent, même pratiquement jamais. Donc je me suis dit que ce serait bien de le faire parler. Voilà, un peu sur le principe des rencontres qu'on a pu avoir entre Molière et Gainsbourg. Ou Néron et Sénèque. Et puis... Camus et Giono. Voilà. Donc ça, c'est un exercice de style qui vous plaît bien. J'aime bien. Ouais, en dialogue théâtral, j'aime bien. Ouais. Alors, dialogue théâtral, et puis aussi faire parler deux personnages comme ça, des fois qui sont... Alors, en l'occurrence, je pense à Molière et Gainsbourg, qui étaient à des années-lumière l'un de l'autre, quand même. Tout à fait. Mais bon, là, ça permettait une confrontation parfois un peu humoristique. Alors, j'ai oublié dans les projets, c'est quand même important, j'ai déjà fait avec Véronique Oregan un conte illustré, avec ses illustrations qui s'appelait Les Lunes des Secrets, et là on est reparti sur un autre projet. Voilà, ce sera un nouveau conte. Un nouveau conte. Donc Véronique Oregan à la peinture. Nouvelles illustrations, tout à fait. Et vous à l'écriture. Voilà. Bon, c'est un duo qui avait bien marché, puisque le livre est épuisé depuis longtemps. Oui, c'est vrai. Donc là, il faudra prévoir, faudra prévoir un plus grand nombre. On va voir. Pour éviter d'être en rupture de stock. Voilà, c'est en maturation. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Jean-Louis Lozachmer. Donc, je sais qu'on aura l'occasion de vous réentendre sur nos ondes, puisque avec tous ces projets à venir, j'espère que vous viendrez nous les présenter, comme vous êtes déjà venu à plusieurs reprises. Merci beaucoup merci de m'avoir reçu. Au prochain livre. Ouais. À bientôt. À bientôt. Jean-Louis Lozachmer sur mon 31. Les fleurs. Il y a bien longtemps que le marché aux fleurs a disparu de l'antique cité suppliciée. Les enfants n'ont jamais connu ce marché aux délices. Les fleurs sont devenues tellement absurdes et indécentes dans l'écroulement des vieux quartiers. D'ailleurs, les hommes eux-mêmes manquent d'eau. Alors, arroser ici des fleurs, c'est impossible. Le soleil est aussi obscurci par la poussière des bombes, plein de salissures de béton pilé et de fumée sombre. Ainsi, pour les fleurs, c'est déjà un rêve ancien. Il y a peut-être un forcené ou deux pour sauver une plante, et encore depuis le temps que l'on vit dans les caves. Les seigneurs de la guerre n'ont jamais fini de régler leurs comptes. Pendant que les enfants n'ont pas fini d'apprendre à lire, les seules fleurs auxquelles ils aient vraiment droit, c'est au cimetière qu'elles éclosent pendant les trêves.
Et pourtant, elles sont si rares et si poussiéreuses, ces dernières fleurs de plastique toujours fanées, que les familles se les prêtent à chaque tour. Comment peut-on vivre sans couleur ? Espoir. Nous avons parcouru les chemins déchirés de pierre et de peur. Nous avons fui une satanée guerre qui n'était pas la nôtre. Nous avons abandonné la terre de sang de nos ancêtres. Nous avons surmonté la faim, la noyade, la fusillade. Nous avons affronté des tempêtes dans la furie marine. Nous avons escaladé des montagnes inconnues et neigeuses. Nous avons connu les prisons et les matraques fébriles. Dans l'espoir fragile d'une vie qui soit meilleure, dans l'espoir présent de vaincre la terreur et l'angoisse, dans l'espoir insensé des mains qu'on nous tendrait, dans l'espoir enragé de quitter ces murs électrifiés, dans l'espoir simple de pain, de travail et de maison, dans l'espoir étranger de l'écoute et du partage. L'espoir comme une braise à préserver dans les cendres de nos cœurs. L'espoir mince souffle. L'espoir mince. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sars. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8.